bonjour à tous, ravi de vous retrouver donc pour cette session, ces regards croisés, où nous allons parler des grands équipements. Alors quand on pense infrastructure, que ce soit les aéroports, les autoroutes, des grands bâtiments tertiaires ou autres, et décarbonation, c'est souvent assez vite explosif. Et on voit plus souvent sur le terrain des résistances au développement de nouvelles infrastructures au nom de l'environnement plutôt que des sujets apaisés. Alors est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui de penser à des grands équipements tout en ayant les objectifs de décarbonation qui ont été fixés? Eh bien, c'est ce dont on va parler avec nos trois intervenants. Alors, Justine Coutard, je vais démarrer avec vous. Vous êtes donc directrice générale déléguée du groupe ADP depuis février dernier. Vous aviez été auparavant directrice de l'aéroport de Paris-Orly. ADP, eh bien, c'est 26 aéroports dans le monde, c'est 364 millions de passagers qui ont transité par ces plateformes en 2024, dont plus de 100 millions au sein des plateformes de Paris. Alors évidemment, un aéroport, c'est une infrastructure qui intrinsèquement comporte un certain nombre de nuisances sonores, qualité de l'air, etc. Donc, première question, quelles sont pour vous les priorités en termes de décarbonation ? Alors, quand on parle d'aéroport, spontanément, on pense aux avions. Donc, un aéroport, c'est effectivement ce qui permet aux avions de décoller et d'atterrir. Donc, la première de nos priorités, c'est de faire en sorte que nos équipements s'adaptent à l'avion décarboné. Donc, permettre l'approvisionnement en carburant d'aviation durable, en hydrogène, en électrique, puisque l'avion électrique vole déjà, j'aime bien le rappeler, parce qu'on a tendance à l'oublier. Il fonctionne notamment sur l'aéroport du Bourget, avec un pipistrel électrique qui fonctionne parfaitement, pour en donner un exemple. Donc ça, c'est évidemment un volet central de nos sujets de décarbonation. Et il y a aussi un aéroport, c'est aussi un opérateur qui occupe une place particulière dans la géographie des territoires, puisque, pour vous donner un ordre d'idée, le foncier de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget cumulé, c'est la moitié de la ville de Paris. Donc évidemment, c'est un territoire qui n'est pas anodin, qui a un impact sur les sols, sur la biodiversité, sur la qualité de l'air, sur le bruit, comme vous le rappeliez, et donc qui nous oblige d'une certaine manière à jouer pleinement notre rôle en matière d'aménagement du territoire. Donc décarboner l'aéroport, c'est certes adapter nos équipements à l'avion décarboné, mais c'est aussi décarboner nos activités en propre, nos bâtiments, et puis faire en sorte, au-delà de la décarbonation, de réduire notre impact sur les milieux, notre pression sur les ressources, et donc de contribuer de manière générale à ce qu'il y ait une gestion de l'eau qui soit plus efficace, plus responsable. C'est la réutilisation des eaux de pluie dans nos installations, par exemple. C'est promouvoir la biodiversité, puisqu'on a un tiers de nos surfaces qui sont consacrées à de la biodiversité et qui nous permet de jouer un rôle de territoire refuge en Île-de-France pour la biodiversité, avec des espèces qui ont quasi disparu d'Île-de-France et qu'on retrouve dans nos aéroports. Bon, c'est le cas d'un certain nombre d'espèces aviaires, le moineau friqué, l'alouette des champs, pour en donner quelques exemples. Le lapin, le renard, mais qui sont moins en voie de disparition, Stéphane. Je dois reconnaître que c'est des espèces qu'on a l'habitude de croiser. Et puis, de manière générale, de travailler de la manière la plus systématique, de la plus exhaustive possible sur tout ce qui relève de la sobriété et de la consommation de ressources et de l'impact sur les milieux. Alors, je vais donner la parole à votre voisin aujourd'hui et votre voisin aussi sur le territoire, donc, puisque vous êtes évidemment proche Rungis. Non, je vous interromps tout de suite. Elle m'a quitté. Ah, elle vous a quitté. Bon, bah, c'est un Elle scoop était pour la à Orly, salle. maintenant elle est à Roissy. C'est pas exactement la même chose. Non, effectivement, c'est pas tout à fait la même chose. Mais vous allez la rejoindre avec une future Je vais aller infrastructure. la rejoindre, car je vais faire le deuxième grand marché d'Île-de-France, qui sera évidemment totalement décarboné et vert, ou à Goussainville, à côté de Roissy. Vous allez donc vous retrouver. Je n'ai fait qu'anticiper le mouvement. C'est une histoire qui va donc bien. Alors, vous aviez anticipé sur ma troisième question avec votre future infrastructure. On va revenir à la première. Donc, rapidement, vous avez effectivement une grande infrastructure, le marché international de Rungis. C'est quand même 1200 entreprises qui sont là, qui réalisent plus de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, pour vous aussi, à Rungis, quelles sont vos principales sources d'émissions de CO2 et quelles sont vos priorités en termes de décarbonation aujourd'hui, en partant de l'existant? Moi, je vais la faire un peu comme Justine. Nous sommes plus grands que Monaco en superficie. Et
c'est-à-dire à peu près 5 arrondissements de Paris. Et on n'a pas attendu, et Justine non plus d'ailleurs, les entretiens de Giverny pour décarboner, puisqu'on a diminué de 19% notre empreinte carbone depuis 2019. Et on a une action, depuis ces époques-là, extrêmement vertueuse vis-à-vis de la planète. Mais en réalité, mon problème n'est pas le scope 1, n'est pas le scope 2, c'est le scope 3. Parce que 89% des émissions du mine de Rungis proviennent de l'alimentation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on gère des grandes infrastructures, mais les gens, ils ne nous attendent pas sur la grande infrastructure. Ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qu'on va manger à midi ? Comment on va partir en avion ? Et donc, clairement, sur ce sujet, on travaille beaucoup avec les opérateurs. Et c'est un sujet très intéressant parce que c'est un sujet d'engagement. Parce qu'évidemment, sur les 1200 opérateurs, tous ne veulent pas entrer dans cette démarche. Eh bien, moi, j'ai pris le lead en créant un collectif des opérateurs engagés, c'est-à-dire des grossistes engagés, et ils se réunissent 2 fois par mois et ils ont compris que pour leur marketing, pour mieux vendre, il faut être plus vertueux vis-à-vis de la planète. Et donc ça, c'est un truc vraiment très important parce que, bien sûr, je peux convoquer demain mon directeur de la construction, il va m'expliquer que 40% du parc est désormais en normes à haute valeur environnementale. Il va m'expliquer qu'on met 160 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, que nous chauffons l'équivalent de 15 000 logements à l'extérieur de Rungis avec notre réseau de chaleur. On est extrêmement vertueux naturellement parce que nous sommes un écosystème. Mais ce qui est très important, c'est que ces grandes infrastructures que nous représentons, Antoine aussi, elles doivent prendre le lead sur les territoires pour entraîner les citoyens, les entreprises, à faire un changement qui est un changement doux, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer combien c'est un parcours d'endurance. Ce n'est pas en claquant des doigts. Ça veut dire que chaque fois que vous voulez rénover un bâtiment, il va falloir expliquer qu'on va faire différemment, qu'en faisant différemment, ça entraîne des coûts. Qui va supporter ces coûts ? Est-ce que c'est mon entreprise ? Est-ce que c'est mon client ? Et donc, fondamentalement, nous, on est engagés dans un processus parce qu'on pense qu'on vendra mieux nos fruits et légumes, notre poisson, notre viande, nos fromages, si on est vertueux. Et ça, c'est plus important que tout le reste. Et pas pour remplir des tableaux pour la CSRD, par exemple. Par exemple. Alors, vous avez parlé de coûts, donc on va se tourner vers Antoine Saint-Oyen, puisque c'est le banquier de cette session. Donc la Banque des Territoires, évidemment, vous êtes engagé dans la transformation écologique des territoires. Alors avant de donner des exemples concrets, un premier mot justement sur les moyens que vous mobilisez pour accélérer cette transformation des infrastructures. Merci Patricia, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, vous l'avez dit, les infrastructures pour le groupe Caisse des dépôts et notamment pour la Banque des Territoires, c'est un champ d'intervention ancien et un champ d'intervention prioritaire aujourd'hui. Et l'intérêt de cette table ronde et de ce forum de Giverny, c'est effectivement de voir comment rester un acteur majeur des infrastructures dans un contexte de décarbonation pour que, les infrastructures permettent de contribuer à la décarbonation globale de l'économie et que, 2, le développement d'infrastructures puisse se faire dans un cadre compatible avec les objectifs de décarbonation, avec une stratégie claire de décarbonation des infrastructures. Alors, dans ce contexte-là, pour répondre directement à votre question, au niveau du groupe Caisse des dépôts, l'objectif, c'est de pouvoir mobiliser en 4 ans 30 milliards d'euros au service de grandes priorités d'infrastructures. Ces grandes priorités,
Il y en a 3 que je voudrais mentionner. 1, les infrastructures énergétiques. 2, les infrastructures de transport. Et 3, les infrastructures dans le domaine de l'eau. Sujet qui a également été évoqué ce matin et qui va l'être encore cet après-midi. Donc, dans ces 3 domaines-là, la Caisse des dépôts, le groupe Caisse des dépôts, à la fois via la Banque des territoires au niveau effectivement des territoriales avec les collectivités locales et les acteurs territoriaux, et puis le groupe avec l'ensemble de ses filiales, certaines sont intervenues ce matin, Transdev vont intervenir cet après-midi avec Suez, se mobilise fortement et se mobilise pour pouvoir être à la fois acteur du financement de grandes infrastructures, potentiellement opérateur de certaines de ces infrastructures, et puis financeur de projets parfois plus petits en lien avec les collectivités locales dans ces 3 domaines-là. Alors, on va rentrer dans le concret en donnant un peu des exemples. Alors, ADP et Rungis travaillent ensemble justement dans une initiative d'écologie industrielle de grande envergure dont vous allez nous parler, que vous aviez présenté donc, au printemps 2024. Alors, Justine Coutard, quel a été le point de départ de cette initiative et qui a fait que vous êtes allé voir votre voisin, ex-voisin, futur voisin, pour travailler ensemble à l'échelle du territoire pour la transformation écologique? Le point de départ, c'était qu'on avait déjà une forme de partenariat qui était lié au fait de ce voisinage immédiat et que notamment l'aéroport d'Orly utilisait la chaleur fatale, c'est-à-dire la chaleur produite par l'incinérateur de Rungis pour chauffer ses installations, ses aérogares, ses bâtiments. Et on a tiré le fil de ce partenariat en se disant qu'on avait la chance d'être 2 acteurs industriels voisins, qu'on partageait une présence commune sur un même territoire, qu'on avait pas mal de caractéristiques en commun également, beaucoup de salariés en horaire décalé, des flux routiers importants avec des poids lourds, qu'on était l'un et l'autre producteurs de nuisances pour le territoire et qui avaient sans doute intérêt à ce qu'on unisse nos forces, qu'on partage nos problématiques pour justement aller un cran plus loin. Et donc tirer parti de cette logique d'écosystème industriel territorial pour essayer justement d'aller vers une transition écologique commune. Donc on a lancé ce partenariat effectivement, ça se traduit par des projets très concrets. On travaille notamment sur un projet de microméthanisation. On aimerait mettre en commun nos biodéchets pour pouvoir produire sur place un biogaz qu'on pourra réutiliser, soit dans nos camions, soit d'ailleurs pour chauffer en complément de cette chaleur fatale qu'on utilise déjà de l'incinérateur de Rungis. On souhaite travailler sur la mobilité de nos salariés, puisqu'on a la chance de bénéficier de transports collectifs, la ligne 14, qui a assez largement changé notre vie, mais qui n'a malheureusement pas encore changé la vie de nos collaborateurs qui travaillent en horaire décalé, qui commencent trop tôt ou qui terminent trop tard et qui ne peuvent pas prendre le métro, le bus ou les systèmes de transport collectif. Donc on veut aussi travailler sur des solutions communes, puisque bien souvent nos salariés habitent à peu près dans les mêmes communes, donc on réfléchit aussi sur ce volet-là. On travaille sur l'éco-conduite, et donc ce mois-ci, on lance un module de formation à l'éco-conduite en commun, pour pouvoir travailler très concrètement avec nos salariés et leur faire toucher du doigt aussi ce que peuvent être les bénéfices de cette initiative. On travaille sur la gestion de l'eau, on travaille également sur un système de stockage de l'énergie électrique qu'on produit, puisque comme le rappelait Stéphane, qui a un temps d'avance sur ce sujet, on va avoir beaucoup de panneaux photovoltaïques et donc une production électrique dont on aura besoin de pouvoir la stocker pour qu'elle soit pleinement efficace. Donc voilà, l'idée c'était de tirer parti de nos forces, de nos enjeux communs, au bénéfice de notre écosystème industriel et territorial. Stéphane Layani, qu'est-ce qui est le plus difficile, puisque c'est un projet de grande envergure, multifacette, comment vous travaillez? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour faire avancer les différents chantiers dont Justine vient de nous parler? Je ne sais pas, parce que maintenant qu'elle m'a quitté, je ne sais pas si je vais continuer à le faire. Vous ne vous remettez pas, je constate. Non, alors, d'abord... Justine a présenté de façon excellente ce projet, mais il faut que je vous dise que quand elle est venue me voir la première fois, elle est venue me voir avec 2 gros mots, écologie et industriel. Autant vous dire que nous qui sommes des artisans et qui sommes verts, c'était loin de nos bases. Et elle m'a convaincu parce que je suis persuadé que les plaques d'infrastructure
dans ce pays, puisque nous sommes un pays d'infrastructures, nous sommes exporteurs d'infrastructures, eh bien, ont un rôle à jouer qui est un rôle beaucoup plus efficace d'entraînement que ne peut l'être l'État. Pourquoi ? Parce que nous sommes des entreprises, parce que nous nous autofinançons et parce que nous avons une capacité d'entraînement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est plus grande. Alors elle est venue me voir avec ses projets, elle avait en tête le méthaniseur. On va le faire, le méthaniseur, parce qu'on a à peu près 10 000 tonnes en commun de biodéchets et ça commence à être rentable de traiter ces biodéchets à proximité plutôt que de les envoyer à Nantes ou ailleurs avec de l'empreinte transport. Et donc ça, c'est un beau projet. Et puis, moi, je me suis dit, bon, ben, si Justine vient me voir, je vais essayer de lui fourguer quelques tonnes de fruits et légumes. Donc, on va essayer de vendre 700 tonnes de fruits et légumes à l'aéroport d'Orly. Il y a un restaurant qui s'appelle Louise, je crois, ou chez Louise, qui est déjà engagé. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, on a un problème. Je vois la présidente de la Creux en face de moi. On a un gros problème. C'est qu'on est en train d'engager le pays dans la consommation électrique. Et on a peur du blackout. Et nous, on a des gros camions, des grosses infrastructures qui consomment beaucoup d'électricité. Et donc, si on veut que cette électricité que nous prenons sur le réseau ou que nous produisons avec nos turbines, avec nos panneaux photovoltaïques, avec notre géothermie, il faut être capable, et ça c'est vraiment un sujet fondamental, de la stocker. Et l'énergie n'est pas stockable. Donc on va voir toutes sortes de professeurs Nimbus qui sont capables de stocker l'énergie et on va créer une grosse pile qui permettra, moi, à mes gros camions qui font plus de 7 tonnes, de rouler à l'électrique. Justine, ces grosses infrastructures d'utiliser de l'électricité. Et ça, on voit bien que c'est des sujets qu'on peut travailler en commun, au-delà des gadgets, comme un centre de réemploi, des vêtements usagés, au-delà de notre idée de faire des centres de formation pas loin de la Cité de la gastronomie au métier de l'alimentation, mais aussi au métier aéroportuaire. Donc, je pense que les Américains appellent ça une alliance. Tout ce qui peut être fait dans ce sens est beaucoup plus efficace que la réglementation. On est un pays qui adore, il n'y a pas de ministre ici, ils adorent autoriser, interdire. Autoriser, interdire. On en crève. Il vaut mieux que les gens se prennent par les deux mains, qu'ils dialoguent, et on est capable de faire des choses en France, comme le démontre ADP, à l'initiative d'ADP et Rungis. Et ça, je peux vous dire qu'on va encore entendre parler de ce projet d'écologie industrielle. Vous êtes habitué à l'écologie industrielle. Et c'est un projet sur combien d'années? Toujours. Infini? On va essayer. Les synergies, il faut essayer de les intégrer. Alors, je n'ai pas répondu à votre question. Je vais y revenir. Je vais vous dire ce qui est difficile. Puisque ce qui est difficile, je vais aller totalement à contre-courant, c'est la décentralisation. C'est le rôle. Il faut se mettre d'accord, pas uniquement avec des partenaires qui ont les mêmes contraintes de coût, il faut se mettre d'accord avec les collectivités territoriales. Et ça rend le sujet difficile. Et le sujet fondamental que nous avons en commun, on a beau avoir beaucoup de foncier l'une et l'autre, c'est le foncier. C'est où est-ce qu'on met les activités polluantes. Qui va recevoir cette usine de méthanisation? Qui veut accepter mon usine d'incinération qui produit de la chaleur, qui est recyclée, etc. Parce que tout le monde veut de l'écologie, mais personne ne veut les externalités négatives de l'écologie. Et donc,
fondamentalement, je ne le mettrai pas ni dans le podcast ni dans le post, mais clairement, ce qui est compliqué, c'est de gérer ça avec les acteurs du territoire. Et si vous ne le gérez pas avec les acteurs du territoire, c'est raté, ça ne marche pas. Donc, c'est beaucoup de temps. C'est ça le parcours d'endurance pour arriver à l'objectif. Alors Antoine Chantoyant, est-ce que vous êtes d'accord? C'est le parcours du combattant, beaucoup de temps pour effectivement, à l'échelle du territoire, faire avancer tout le monde, et ce problème des externalités négatives de l'écologie, vous y êtes aussi confronté? Alors je suis totalement d'accord avec le fait que pour pouvoir développer des infrastructures dans les différents domaines qu'on a cités, une articulation parfaite avec les acteurs des territoires est indispensable. C'est le rôle en partie de la Banque des territoires qui peut y contribuer aussi avec des acteurs de l'économie mixte. Souvent, nous, on est actionnaires de sociétés d'économie mixte, de syndicats qui sont des acteurs assez déterminants pour pouvoir finalement développer ces infrastructures au niveau territorial de petite, moyenne et parfois assez grande taille. Je mets de côté les très grandes infrastructures qui, elles, on va dire, ont par ailleurs des dimensions à la fois financières et on va dire de lien avec la puissance publique et l'État beaucoup plus fort. Mais pour le développement d'infrastructures territoriales, effectivement, il faut pouvoir organiser cette concertation, ce dialogue avec les collectivités, comprendre à la fois leurs besoins et leur donner aussi les moyens, et c'était l'une des propositions qui a été faite dans le cadre du forum de Giverny, de mettre en avant les externalités positives pour leur population des infrastructures qui vont être développées. On parlait notamment de l'ADAPT Score, permettant de faire comprendre au niveau des collectivités, que ce soit la région, les départements, évidemment les communes et intercommunalités, finalement quelles vont être les conséquences positives sur l'adaptation à moyen terme des infrastructures qui vont être développées. Après des épisodes on va dire caniculaires qu'on a pu connaître, on voit bien qu'on a parfois un terreau fertile au niveau des collectivités pour pouvoir expliquer que un développement d'un réseau de chaleur qui fait aussi du froid, ça peut avoir des externalités positives à un horizon qui n'est pas si lointain que ça. Après des épisodes également d'interdiction de consommation d'eau, expliquer qu'on a besoin de faire des grands travaux sur l'eau, là aussi ça peut être plus facile. Il faut se saisir de ces opportunités pour pouvoir faire ça. Alors quelques exemples un peu concrets de ce qu'on peut faire au niveau de l'accompagnement des collectivités au sein de la Banque des territoires, justement dans ces domaines. Par exemple, j'évoquais le domaine de l'eau. Il y a quelques mois, on a financé avec la métropole de Nice la plus grande station finalement d'épuration, permettant également de réutiliser les eaux usées, de produire également de l'énergie, et avec là des externalités très positives, 600 millions d'euros, première usine française et un modèle en termes de réutilisation d'eau usée. En matière... Pardon, juste sur ça, avant de vous donner un autre exemple, sur cette infrastructure-là, c'est finalement multifacette. Vous avez parlé de production d'énergie, station d'épuration de l'eau. Ça, c'est un peu le modèle que vous voyez pour les nouvelles infrastructures où il va falloir qu'elles soient multifacettes, répondre à plusieurs objectifs, essayer de gagner un peu sur tous les terrains. En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans la production de nouvelles infrastructures, il faut prendre en compte l'autoconsommation d'énergie, la manière dont finalement ces infrastructures vont être alimentées en énergie. Il faut essayer de voir dans quelle mesure elles peuvent également se connecter sur des réseaux pour pouvoir elles-mêmes contribuer justement plus globalement à l'alimentation énergétique. Donc effectivement, ce caractère, ça induit davantage de complexité, mais ça a également évidemment des externalités positives qui sont très fortes. Donc oui, c'est un bon modèle. Alors là, on est sur une infrastructure déjà assez complexe. Ensuite, on a des infrastructures plus simples, à des niveaux sur les réseaux d'eau. Il y a beaucoup d'infrastructures qui sont finalement un peu plus simples et qui doivent être on va dire, renforcées de manière forte. Et donc là-dessus, il y a effectivement un dialogue à avoir avec les collectivités, avec les populations qui est très fort. Dans un autre domaine, par exemple la production de chaleur, valorisation énergétique des déchets, là aussi on finance très régulièrement des grandes unités de valorisation énergétique de déchets qui permettent finalement de pouvoir à la fois utiliser
les déchets, et par ailleurs de produire de la chaleur dans des proportions importantes pour ensuite alimenter des réseaux de chaleur qui vont pouvoir décarboner le chauffage. Réseaux de chaleur qui peuvent également être utilisés dans le cadre, puisqu'on développe des data centers, pour la chaleur des data centers peut venir également alimenter ces mêmes réseaux de chaleur. C'est pour ça qu'au niveau de la Caisse des dépôts et de la Banque des territoires, on est intervenu avec une de nos filiales, Coriance, dans ce domaine-là. On a d'ailleurs, j'en profite pour souligner le fait qu'on est implanté à Rungis également, et que donc on a des projets potentiellement ensemble en matière d'alimentation de réseaux de chaleur, de développement de réseaux de chaleur et de data centers sur les sites franciliens. Mais on voit bien, vous dites, il faut dialoguer, il faut de la concertation avec les parties prenantes, mais on voit bien quand même parfois, c'est quand même très difficile. Et on voit des oppositions farouches, on voit des centrales éoliennes, par exemple. Ça, on sait que ça suscite souvent des réactions assez vives parmi les populations. On voit d'autres types d'infrastructures. Quand il a été question du terminal 4 à Roissy, c'est finalement un projet qui a été abandonné et qui avait suscité de fortes oppositions. Donc, c'est difficile quand même cette concertation. Comment la réussir? Est-ce que c'est quand même encore, est-ce qu'il y a certaines infrastructures auxquelles il faut renoncer? Ça a été le cas pour Roissy. Vous travaillez sur un autre projet d'une autre nature. Absolument. Déjà, c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut y renoncer. Au contraire, je pense que c'est parce que c'est difficile qu'il faut y consacrer d'autant plus de temps, de soins et d'énergie. Donc oui, on vient d'ailleurs de soumettre à la concertation publique un nouveau projet pour l'aménagement de Paris-Charles de Gaulle à l'horizon 2035-2050, qui est un parti pris totalement différent de celui qu'on avait adopté pour le terminal 4, qui est une méthode d'aménagement, de projection de notre activité beaucoup plus millimétrée, où on tire davantage parti de l'existant, on ne développe les infrastructures que de manière très progressive en fonction de la réalité du trafic, donc on ne va pas au devant du trafic, mais au contraire, on essaye de s'y adapter de la manière la plus précise possible. Et un des changements fondamentaux aussi dans ce parti pris d'aménagement, c'est d'assumer la complémentarité avec le train. Et donc de faire des aéroports des hubs multimodaux, c'est-à-dire qui offre une variété d'options pour le voyage. On a déjà la gare TGV de Paris-Charles de Gaulle qui est au cœur de l'aéroport. Elle va tripler de volume et de capacité au cours des prochaines années. Et donc le but, c'est non plus d'opposer les modes de transport et d'être dans une approche concurrentielle à l'égard de ces modes de transport, mais au contraire d'essayer d'utiliser l'option la plus pertinente en fonction de la destination et de la distance parcourue. Donc vraiment, le parti pris a été fondamentalement différent. La méthode de concertation également, c'est-à-dire qu'on a mené une concertation publique pendant 3 mois avec l'appui de la CNDP alors qu'on n'y était pas contraint sur le plan réglementaire. Donc ça a été vraiment une démarche volontaire à laquelle on s'est astreint pour justement avoir un dialogue le plus transparent, le plus ouvert possible avec nos parties prenantes. Élus, associations de riverains, salariés, prestataires, clients, pour que chacun puisse s'exprimer et qu'on ait 3 mois de dialogue intense, nourri, plus de 50 événements, 800 communes concernées. Je ne vous dis pas que ça a été un long fleuve tranquille. Le dialogue, ça peut aussi être rugueux, ça peut être un exercice difficile. Néanmoins, je pense qu'après 3 mois, on a donné l'opportunité à chacun de s'exprimer. On a entendu les arguments des uns et des autres. Et nous, ça nous permet aussi d'enrichir notre projet. Et donc, le 8 octobre, on fera le bilan de cette concertation. Et ce sera l'occasion d'expliquer ce qui est remonté, quelles ont été les suggestions, quels ont été les vrais sujets de préoccupation qui ont été évoqués et ce qu'on en fait. Et donc, de quelle manière on fait évoluer notre projet d'aménagement à l'aune de ces propositions et de toutes ces suggestions. Stéphane Layani, vous avez évoqué votre projet de Goussainville. Donc justement, cette future infrastructure, comment vous la concevez pour qu'elle soit intégrée sur le plan écologique et acceptée par toutes les parties prenantes? Je vais d'abord répondre à votre question. Je pense qu'on fait trop de projets en France qui descendent d'en haut. Si on a des démarches, comme on dit en français, bottom-up, on a moins de problèmes. Je sors de ma concertation hier soir à Goussainville, à 22h, où j'ai rencontré des associations,
des citoyens de base, des retraités. Et je pense que ce beau projet d'Agoralim passe comme une lettre à la poste. Pourquoi ? Même avec l'appui des plus farouches défenseurs d'une écologie active, on va les appeler comme ça. Pourquoi ? Parce que dès le départ, nous avons entamé le dialogue. On s'est posé dès le départ la question comment on gère l'artificialisation des terres. Dès le départ, on a demandé à Jacques Attali de présider un comité scientifique avec des appels à projets pour voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans, avec les agriculteurs aussi, parce que c'est quand même les agriculteurs qui produisent. Dès le départ, on a fait toutes nos enquêtes publiques, c'est obligatoire, et là, on est dans une concertation non obligatoire, et ça se passe merveilleusement, parce que quand le projet rejoint les intérêts de l'entreprise, les intérêts des citoyens et les intérêts de l'intérêt général, ben, il n'y a plus de problème. La réalité, c'est qu'évidemment, si on dit « Ah oui, on va lancer un grand plan, je suis ministre de l'écologie, on va lancer un grand plan... Elle arrive bientôt. Elle est où, Agnès ? Justement. Non, ça ne marche pas. Par contre, si on dit, on s'aperçoit qu'on a une difficulté à nourrir les 1,5 million de Français supplémentaires qui vont habiter dans le nord de l'Île-de-France. Qu'est-ce que vous pensez qu'on fasse un marché de la ferme à la fourchette, qu'on produise plus de produits alimentaires en Île-de-France et qu'on les revende au local à ses citoyens? Ah oui, c'est intéressant, ça nous plaît. Ah, vous étiez contre Europa City. On ne fera plus rien dans le triangle de Gonesse. Ça vous va ? Oui, ça nous va. Et c'est comme ça. Et je pense que c'est une question de démarche. Et on a oublié parfois, dans ce pays, les citoyens. Je sais que c'est difficile. On a la meilleure administration publique du monde. Hein, ce n'est pas ça le sujet. Mais la réalité, c'est que les entreprises, finalement, comme elles ont des intérêts, elles n'ont pas envie d'avoir des contentieux, hein, elles n'ont pas envie d'avoir des oppositions, donc on écoute le terrain. Et le mot de la fin sera à votre voisin, donc Antoine Sautoyan, est-ce que vous êtes d'accord sur cette approche, effectivement, puisque quel avenir pour les infrastructures dans une France décarbonée ? Ça passe par ce type de démarche. Autre suggestion ? Alors, je vais être bref pour le mot de la fin, simplement un message positif du point de vue de la Banque des Territoires avec 2 éléments. On parle là beaucoup effectivement des concertations et des projets qui seraient bloqués, mais en fait, finalement, il y en a très peu dans tout ce qu'on peut voir. L'année dernière, on a financé 1700 projets d'infrastructures un peu significatifs sur les territoires. Il y en a 2 qui ont eu des difficultés vraiment significatives à cause de problèmes de consultation. Donc, je vous laisse faire le pourcentage, c'est minime. Deuxièmement, en termes de est-ce que ces infrastructures se développent ? Oui. On a augmenté l'année dernière, en 2024, de 80% nos financements aux collectivités locales pour des projets d'infrastructure. Et cette année, 2025, on continue d'augmenter de 50% de plus que l'année dernière. Donc, dans les territoires, au niveau des collectivités locales, avec les acteurs territoriaux, des infrastructures, que ce soit dans l'eau, dans l'énergie, les transports, et je n'ai pas parlé du logement, on va dire, sur lequel on est un acteur important, continue de se réaliser dans des conditions qui sont encore satisfaisantes. Merci beaucoup. On va finir sur cette note positive. Merci beaucoup.